En gros, j'ai bossé pendant 2 ans avec eux, et sauf qu'au bout d'un moment, ils ont décidé d'internaliser. T'as 60% de ton chiffre d'affaires qui s'en va, quoi. J'arrivais quand même un peu au pied du mur, et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais ? Et c'est là où j'avais commencé à lire un peu LinkedIn, en fait. J'arrive, et je commence à lire les posts de Thibault Louis. Qui dit en fait que les clients ils sont sur LinkedIn, et sauf qu'en fait si tu te montres pas, en fait les gens ils vont pas venir, ils vont pas te chercher. Et ça avait commencé à résonner en moi, j'ai commencé à me dire ouais c'est pas con, etc. Et du coup je me suis mis à poster en janvier à la base pour mon business, pour trouver des clients en fait, tout simplement. En soi, j'ai vu des résultats sur mon chiffre d'affaires et donc sur des demandes entrantes de clients à partir du mois de mars, donc 2 mois après. Et si vous voyez qu'il y a des virgules, essayez plutôt de mettre des points, de restructurer la phrase pour, au lieu de faire en sorte qu'il y ait virgule, nanana, virgule, mettre un point à la place. Mais j'en ai marre de LinkedIn parfois. Son côté, je fais 10K en faisant rien de la journée. Son côté aussi parfois un peu pleuré dans les chaumières, en mode mes parents ont divorcé, ça a été la pire drame de ma vie, et comme ça, et je me suis relevée en étant entrepreneur. Stop, quoi, tu vois, parfois. Et aussi, moi, j'ai toujours eu énormément d'ambition. Je le cache pas. Je me suis toujours vue à la tête d'une grosse boîte. Je vise pas forcément le slow freelancing ou des choses comme ça, c'est pas moi. C'est pas du tout les mêmes rapports à l'argent, à la réussite ou des choses comme ça. C'est complètement différent. Okay. Et je pense d'ailleurs que c'est plus sain dans l'autre sens, d'être un peu plus slow sur le travail, etc. Vouloir kiffer d'autres choses que le travail. Je pense que j'ai pas un mode de vie très sain là-dessus, moi. Et ni un rapport très sain à l'argent ou à la réussite. Salut à tous, bienvenue dans l'Aftermarket, Poker Face. Oui. Je suis Clément SSB et aujourd'hui on va parler LinkedIn, comment tout péter sur LinkedIn, faire 200 000 vues par mois, en partant de zéro. À peu près, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour ça, vous l'avez entendu, je suis accompagné de Juliette Cadeau. Elle est un petit peu incontournable sur LinkedIn maintenant. Oh, oui. Top 6 quand même, hein, du classement Favicon sur la catégorie Social Media FR. Tout à fait. Et tu es experte en communication, stratégie de communication, experte en copywriting et sur TikTok aussi. C'est les 3 grands piliers de tes offres. Et aujourd'hui, donc on va voir comment exploser sur LinkedIn si quelqu'un voulait le faire maintenant, s'y plonger et partir de zéro. Bonjour à tous, je suis un petit peu gênée par tous ces compliments, par toute cette présentation. Je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand on met tout ça, mais c'est vrai. T'inquiète pas. Avant de commencer, il y a 2 choses à préciser. La première, vous avez le résumé de l'épisode, les liens qu'on va mentionner, les personnes, les outils, qui sont dans le premier lien de la description. Ça va, du coup, vers la page de l'épisode. Et la deuxième chose à préciser, c'est un grand merci à Factory 5.42, le partenaire de l'Aftermarket, et c'est grâce à eux que ce podcast est rendu possible. Voilà, bah écoute Juliette, je te propose de chiner. Allons-y. À la tienne. À la tienne, Juliette. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon. C'est très solennel. Ouais, c'est ça. Bon. On est calme, alors que pas du tout avant. Alors, t'as vu, on s'est transformé d'un coup, là. C'est la pression des caméras. On est passé du fou rire au... Bon. Revenons normal, au final. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Alors, je m'appelle Juliette, j'ai 30 ans, je suis entrepreneuse depuis 4 ans bientôt, puisque j'ai lancé mon entreprise en janvier 2019, et qu'on arrive bientôt en 2023. Et... j'ai une entreprise dans la communication, social media, etc. Un peu 360 puisque je suis quelqu'un d'assez polyvalent et aussi qui aime ça. Je déteste faire la même chose et ça me nourrit de faire plusieurs choses différentes. Mais en l'occurrence, on a un peu ma niche, c'est la communication digitale en fait et plutôt réseaux sociaux organiques. Parce que moi, je fais pas trop de paid, donc par exemple l'achat de mots-clés ou la sponsorisation des posts sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est moins mon truc. Donc, je suis plutôt de la communication digitale organique, comme on dit dans le métier. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de succès sur LinkedIn. On va en parler plus tard. Ça marche bien. Comment est-ce que tu en es arrivé à te dire, vas-y, je vais poster sur LinkedIn ? J'avais plus de thunes. Alors, en fait, c'est un peu ça, en vrai. Pas de thunes pour trouver les clients ? Non, en fait, techniquement, j'ai commencé à y réfléchir à la fin d'année on est en quelle année ? 2022 ? À la fin d'année 2021.
Parce qu'en fait, je savais qu'un de mes gros contrats, un gros contrat avec un client qui m'apportait à peu près 60% de mon chiffre d'affaires mensuel, big up BNP Paribas, je vous aime. Non, mais c'est vrai, en plus, j'ai bossé 2 ans avec eux. Ok. Genre à la base, c'était Ouais, une mission qui devait durer 3 mois, ça a duré 2 ans. Donc c'était chouette et ils sont très sympas. BNP Paribas Real Estate, c'est le pendant immobilier de BNP. Et en gros, j'ai bossé pendant 2 ans avec eux. Et sauf qu'au bout d'un moment, ils ont décidé d'internaliser le poste, entre guillemets, que j'occupais en mission où j'étais 2 jours par semaine. Parce qu'effectivement, des problèmes de budget et tout, ce que je comprends tout à fait. Et donc, ma cliente, qui est une copine, etc., maintenant, qui m'a dit, écoute, Juliette, ça va se terminer en janvier, on arrête, on internalise, etc., machin, pas de souci. Et du coup, effectivement, bah là, t'as 60% de ton chiffre d'affaires qui s'en va, quoi. Je voyais qu'il y avait pas beaucoup, j'ai toujours des clients en ongoing, j'ai des clients qui viennent toujours du même endroit, que j'ai depuis le début, parfois. J'ai toujours des clients qui viennent, par exemple, je travaille beaucoup avec des agences de publicité et qui parfois, quand elles ont besoin d'une stratégie, en fait, elles viennent me voir, mais c'est pas tout le temps. Donc, en fait, j'arrivais quand même un peu au pied du mur et je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais, et c'est là où j'avais commencé à lire un peu LinkedIn en fait et à le faire pour autre chose que chercher des missions ou des choses comme ça ou prospecter. Et déjà je savais même pas prospecter, je le faisais à peine quoi, mais je cherchais voir s'il y avait des missions, des trucs comme ça, un peu sur le truc emploi, genre terrible, méconnaissance de la plateforme affreuse, terrible. Et du coup j'arrive et je commence à lire les posts de Thibault Louis. Qui dit en fait que y a les clients ils sont sur LinkedIn, et sauf qu'en fait si tu te montres pas, en fait les gens ils vont pas venir ils vont pas te chercher. Si tu me dis pas que t'existes, personne va se dire tiens j'ai vu que t'existais. Et ça avait commencé à résonner en moi, j'ai commencé à me dire ouais c'est pas con, etc. Et en fait j'ai commencé à postouiller à peu près genre en décembre, et je me suis vraiment mis à fond avec 5 posts par semaine, donc un par jour ouvré. Alors oui ça fait très caf quand je dis ça, ouais. Mais je pense que les jours ouvrés, parce que le week-end j'essaye de décrocher un petit peu des notifs et tout, okay. Enfin des notifs LinkedIn en tout cas, et du coup je me suis mis à poster en janvier à la base pour mon business, pour trouver des clients en fait tout simplement. Je vois, très bien. Bon, et je suis un peu plongé dans l'explication, du coup j'ai pas du tout anticipé la suite, mais c'est pas grave. Ok, comment est-ce que t'as appris, finalement, t'as parlé de Thibault Louis, il a fait un manuel, j'imagine que c'est ça. Comment est-ce que t'as appris un petit peu le LinkedIn game? Alors déjà j'ai pas mal observé, et il faut savoir que même avant LinkedIn, moi j'ai toujours fait des réseaux sociaux, donc pour mes clients, tu vois, écrire des posts Instagram, écrire des posts Facebook à l'époque, parce qu'on est bien passé par là. J'ai commencé... Qui a un téléphone? Je crois que c'est moi en plus. Attends. Oui, c'est moi. Non, c'est surtout pour pas que ça fasse des interférences, après ça en fait pas, non? Voilà. Non, j'entends. Donc, comment as-tu appris LinkedIn, Juliette? Eh bien, alors j'ai commencé... Déjà, j'ai toujours fait un peu de posting sur les réseaux sociaux pour différents clients. Donc ça pouvait être Instagram, Facebook à l'époque quand ça marchait un peu, quand j'étais en agence. Enfin, quand ça marchait carrément même, j'exagère. Donc j'avais toujours un petit peu, et puis j'ai fait du copywriting de type écrire des pages de sites clients, etc., de vente et tout, des tunnels de vente. Donc j'avais quand même cette fibre. Avant, maintenant c'est beaucoup copywriting. Avant, on appelait ça plutôt la conception-rédaction dans les agences de pub. Ouais. Moi, j'ai toujours fait un petit peu ça. J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours été dans l'écriture. Donc, j'ai pas appris LinkedIn, etc. D'un coup, en fait. C'est-à-dire que je découvrais pas le métier, parce que je savais déjà un petit peu écrire pour les réseaux, écrire en étant impactant, etc. Mais je connaissais pas l'écriture LinkedIn. Je connaissais pas. Il y a quelques années, je faisais encore des posts avec Cher Réseau dans LinkedIn, etc. pour dire j'ai changé de boulot, voilà. Pardon si vous faites ça, je suis désolée, mais il faut arrêter. Et du coup, parce que oui, non mais bref, on en reparlera de la croche. Exactement. Et du coup, je savais un petit peu, mais effectivement, j'ai lu beaucoup de posts de Thibault Louis, de Patrice Piocel. J'ai acheté le manuel LinkedIn de Patrice Piocel aussi pour me lancer. Et voilà. Et puis au bout d'un moment, en fait, je me suis dit bon, allons-y quoi. Et puis moi, je suis pas mal en test and learn. Pour tous mes clients, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc au bout d'un moment, en fait, si tu appliques pas pour toi, c'est un peu con quoi. Ok. T'as eu quel résultat à peu près? En combien de temps ça a mis? Combien de temps à décoller? Alors en ce moment je me fais coacher sur mon business, et on a fait un point sur le chiffre d'affaires annuel, et en fait je vois que j'ai eu des répercussions à partir du mois d'avril. Okay. De janvier, même mars. Donc en 2 mois j'ai commencé à avoir des résultats en termes de demandes entrantes. Après des résultats en termes de chiffres,
Bah, je pense que c'est allé crescendo en fait, parce que c'est allé crescendo moi dans mon appréciation de la plateforme, dans mes textes, dans les choses que j'avais envie de dire, dans le fait de me décoincer, d'être un peu moins lisse, d'être plus moi-même, etc. Ça a dû aller crescendo, mais en soi, j'ai vu des résultats sur mon chiffre d'affaires et donc sur des demandes entrantes de clients à partir du mois de mars, donc 2 mois après. Ok, c'est vraiment bien quoi. Ah oui, c'est chouette, non, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Je pense qu'il y a une part de chance dans ces cas-là aussi. Il y a aussi un côté, quelqu'un qui est là au bon moment, quelqu'un qui voit ton poste au bon moment, un client qui a besoin, qui voit ton poste et qui se dit « Ok, ça peut faire l'affaire, etc. » Je pense qu'il y a une part de chance aussi, donc je pense que j'ai eu de la chance aussi dans mon taf. De la chance, et puis tu l'as provoqué aussi. Oui, c'est sûr. Ouais, quand je me disais, t'es la deuxième personne quand même que je rencontre qui me dit qu'elle est coachée par Pauline Sarda. Ouais. Donc, c'était qui, non je ne me souviens plus qui m'a recommandé ça, mais justement, il m'a recommandé Pauline Sarda parce qu'elle le coachait sur certains sujets, et puis je contactais Pauline, elle m'a dit non, je me reconvertis sur le coaching business. Mais donc voilà, 2 fois quoi. Ouais, bah j'ai pris son coaching là parce que peut-être que c'est dans tes questions que j'ai devant, je suis désolée dans ce cas-là. En fait, moi je suis dans une configuration, je suis passée de la micro-entreprise à une vraie, pas une vraie parce que une micro-entreprise c'est une vraie entreprise, mais à une société, SARL. Donc je savais pas trop comment structurer mes offres, tu vois, faire passer mon business à un autre niveau que la micro-entreprise parce que micro-entreprise c'est quand même plafonné à 70K de CA par an. Donc 72 500 à peu près et du coup bah là t'as un CA illimité, donc est-ce que t'as envie d'aller plus loin, en plus t'as plus de charges sociales, donc il faut que t'ailles plus loin de toute façon en chiffre d'affaires pour au moins garder le même niveau de vie que quand tu es dans micro-entreprise. Moi j'ai envie de me transformer en agence, donc j'ai envie d'embaucher in fine, là je travaille déjà avec quelqu'un en sous-traitance, etc. Mais j'ai envie d'embaucher carrément, etc. Donc effectivement là je me fais coacher pour un peu structurer tout ça, avec Pauline, qui est très bien. Ok, d'accord. Bon, très bien. On a un peu dérivé, mais c'est très bien. C'est ma spécialité. T'as pas toujours posté tous les jours, sauf le week-end. Au début, j'imagine que c'était 2 fois par jour. Non. Non ? Ah non, j'ai jamais fait ça. Ah ouais ? Ah non, déjà que je poste pas le week-end. 2 fois par semaine, pardon. Ah oui, bien sûr. Oui, non. Ah oui, tout à fait. Ouais, j'ai commencé par 2 fois par semaine, 3 fois, et après je suis passé à une fois. Je suis très rapidement, par contre, je suis très rapidement passé à 5 fois par semaine. T'as vu les effets ? Ouais, carrément. Même sur, j'ai vu aussi les effets sur l'envie, ou même parfois là, tu vois, moi je poste que 5 jours par semaine, mais il y a des fois où j'ai envie de poster le week-end parce que j'ai des idées, j'ai envie de réagir, etc. Mais je passe déjà tout mon temps sur LinkedIn. Pas tout mon temps, parce que j'ai du travail quand même, je fais d'autres choses, puis même je dors parfois. Et je mange aussi, j'adore. Le truc, c'est que si j'ai trop de notifications, en fait, quand il y a des gens qui me laissent des commentaires, je peux pas ne pas répondre. Je peux pas, moi je réponds à tous mes commentaires tout le temps ou à mes messages, etc. Et donc si je poste le week-end, ça veut dire qu'en plus ça me rajoute du travail parce que j'aime LinkedIn, j'aime beaucoup partager sur LinkedIn, mais c'est quand même du taf. Donc déjà que j'ai tendance à pas mal taffer sur mon week-end, si en plus je me rajoute ça, c'est chaud. Mais pour en revenir à ta question, parce que passion digression, pour en revenir à ta question, ouais, j'ai commencé par un post tout né par semaine, puis 2, puis 3, mais je suis très rapidement arrivée à 5, et j'ai vu des effets sur ma visibilité, j'ai vu des effets sur les demandes entrantes, parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai une demande entrante 2 mois après, et j'ai vu des effets aussi sur ma propre présence, en fait, avec le fait de créer, de poster, de partager. Ok. Et le classement Favicon, j'imagine aussi que ça t'a un peu propulsé. Ouais, carrément. Je m'y attendais pas du tout. Et c'est très sincère, hein, c'est pas du tout... j'ai raté l'interro, vraiment. Bam, ouais, bam. c'est ça, exactement. Surtout que moi, j'ai raté l'interro et j'ai vraiment raté l'interro. C'est-à-dire que moi, quand je disais non, mais j'ai raté, mec, j'avais pas 8, j'avais 2. Hein. Oui. c'est insupportable les gens qui font ça. Je les déteste. J'ai plein de potes comme ça. Ah ouais, mais vraiment, non, moi, j'étais pas du tout en mode j'ai raté parce que quand je ratais. C'est-à-dire que c'était sincère. Et donc même là, tu t'y attendais vraiment pas, quoi. Que je pensais. Mais ouais, non. Five Icon, non, je m'y attendais pas du tout. Je visais 2023. Pour être très honnête, je visais le classement, mais pour 2023. Et du coup, 2022, je me suis dit, parce que j'ai vu passer un post de Jacques Sabater, je sais pas si on dit Sabater ou Sabater, je suis désolée, Jacques. Sorry, Jack. Mais j'ai vu un post de Jacques qui parlait de ce classement, et en fait, je me suis dit, je l'ai vu passer en septembre, un truc comme ça. Parce qu'il faut savoir que le classement est vers le mois d'octobre. Et j'ai vu passer un post de Jacques et qui disait ouais, si je suis pas dans le classement Favicon, je brûle tout, un truc comme ça m'a fait marrer. Donc j'ai mis ma petite réaction drôle et en fait rigolo. alors c'est drôle et je me dis
ah mais c'est vrai qu'il y a ça. Je suis bon, par contre moi cette année ça sera pas pour moi, c'est sûr que non. Et puis finalement, j'ai une copine, Mélissa Osmani, avec qui on travaille main dans la main pour un client, qui me dit meuf, félicitations pour notre classement dans le classement Favicon. Je lui arrête. Et je m'attendais pas du tout. V'là pas que tu y étais. Et mon con, j'y étais. Ok, très bien. Bon, c'est un beau succès. C'est un très beau succès. Comme quoi, vous voyez, il y a n'importe qui dans ce classement. Écoutez, pas du tout. Ils prennent n'importe qui. Ok. Bon, on va rentrer dans le dur du sujet, yes. sur ta présence sur LinkedIn. Ouais. Le but, c'est d'arriver à comprendre un peu comment t'as fait toi pour que quelqu'un puisse le recréer s'il était prêt à s'investir à fond, mais qui part de zéro. Donc, premièrement, on a déjà vu un petit peu tous les sujets qui traitent du personal branding et du positionnement avec Maud Alaves. J'ai fait exprès de pas trop rentrer dans les techniques d'écriture et de posting, justement pour te laisser cette partie-là. Donc, je suis curieux de savoir comment est-ce que tu as choisi tes sujets, parce que j'ai l'impression que tu fais aussi beaucoup de contenus qui vont être assez peu reliés à ton expertise, mais plus à ton style de vie. Donc, explique-nous un peu comment tu as choisi les différents sujets sur lesquels tu t'exprimes. Alors, je sais pas si t'aurais dû me laisser cette partie parce que je suis vachement en impro, moi. Je structure pas grand-chose. En fait, je structure énormément pour mes clients, mais quand il s'agit de moi, je structure pas grand-chose, j'y vais au feeling. Et en fait, il y a zéro moment où je me suis dit, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Non, pas du tout. C'est hyper naturel. Donc, c'est pour ça, je sais pas si je suis la meilleure personne à inviter dans ce podcast. Mais si. Quelle erreur de casting, encore une fois, comme Favicon. Point commun. Bon, voilà. C'est tout pour cet épisode de l'Aftermarket. Enfin. À la semaine prochaine, salut. Non, techniquement, en fait, je pense que c'est un peu ça le secret aussi. Après, j'ai pas des résultats mirobolants autant que Maud ou des choses comme ça, mais je pense que ce qui fait ma force sur ma création de contenu, c'est le fait que c'est que du sincère et il y a évidemment une recherche aussi de visibilité derrière. On va arrêter de faire du bullshit. Bien sûr que je m'en sers pour mon business, donc il me faut de la visibilité. En revanche, je vais pas parler d'un sujet que je maîtrise pas, ou je vais pas parler d'un sujet que je n'aime pas, juste parce que c'est tendance. Genre, par exemple, je vais jamais parler de crypto, à part pour dire que je ne comprends rien. Je comprends rien, j'en vois pas l'intérêt en plus. Je vais peut-être me faire insulter dans les commentaires, bonjour. Mais voilà, c'est un truc qui m'intéresse pas, donc c'est pas un truc duquel je vais parler, c'est le cas pour... Enfin, tous les sujets dont je parle, c'est des choses qui m'intéressent, c'est des choses que j'ai sur le cœur, c'est des coups de gueule, etc., des trucs comme ça. Donc ouais, moi je parle plutôt de la vie d'entrepreneur, entre guillemets, ou parler parfois des problèmes de facturation de certains clients, parfois parler hier j'ai parlé de structurer entre la vie pro, la vie perso quand tu télétravailles, ce genre de choses. Après, je parle pas mal de communication. Je parle beaucoup de réseaux sociaux parce que c'est ce qui m'inspire. Par exemple, j'ai fait des posts de type 5 chiffres à connaître sur LinkedIn, Pinterest, TikTok, YouTube Shorts, etc. Parce que j'aime bien ces trucs-là. Pourtant, je suis pas amateuse pour un sou, mais je trouve que les chiffres sont très révélateurs des comportements. Enfin, en tout cas, ces chiffres-là. Après, tout ce qui est maths, non. Je connais rien. Je comprendrai mes faiblesses. Et puis, ouais, je suis pas trop dans une stratégie d'avoir identifié. C'est venu assez naturellement, en fait. Donc, pour moi, faites-vous confiance, en fait. C'est un tip que je donnerais là-dessus sur la création de contenu, c'est faites-vous confiance sur ce dont vous voulez parler parce que ça vient naturellement au fur et à mesure, en fait. Ça va venir sur les choses que vous observez dans votre vie, les choses que vous observez dans la vie des autres, les choses que vous observez dans la vie de vos clients. Et puis, qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que vous êtes passionné par les vidéos, par la crypto, ce qui n'est pas mon cas? Est-ce que vous êtes passionné par autre chose? Voilà, et en fait, ça va venir assez rapidement. Moi, je structure moins. Après, rien n'empêche de le faire, surtout que... je pense que tout le monde peut écrire, mais je pense que certaines personnes ont une facilité pour l'écriture. Ouais. J'ai une facilité pour l'écriture. Donc, je l'ai toujours eu. Quand j'étais gamine, j'écrivais, etc. Machin. J'ai toujours écrit toute ma vie. Avant d'être dans la com, j'étais journaliste. Donc, je sais écrire. C'est l'avantage que j'ai. Mais du coup, vous pouvez structurer. Mais par contre, ne vous cloisonnez pas en vous disant, alors, le jour 1, je parle d'entrepreneuriat. Le jour 2, je parle de crypto. Le jour 3, je parle de mon chat. Non, ça sert à rien parce qu'en fait, vous allez tourner toujours autour des mêmes sujets. Et il faut être agile, en fait. Il faut se laisser la place à un peu d'improvisation parce que c'est ce qui marche le mieux. Et généralement, c'est les posts les moins préparés qui marchent le mieux. C'est les posts sur le chat qui vont cartonner. Ça, par contre, c'est sûr, mais surtout. Voilà. Ça, c'est commun à tous les réseaux sociaux. Ouais.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est toujours les posts auxquels tu t'y attends pas qui vont avoir le plus de succès. Tout à fait. Ok, donc au final on se prend pas trop la tête sur les sujets. Moi je suis pas pour théoriser 3 heures. Alors je vends de la strat, hein, ça fait partie de mes petit mon boulot. contraste là. Tout à fait, je suis une femme de contraste, hein, il faut le savoir, mais je suis pour théoriser, parce qu'il faut quand même observer, il faut se structurer, mais pas théoriser pendant 1000 ans. En fait ça sert à rien de théoriser d'intellectualiser absolument tout. Au bout d'un moment il faut se lancer, parce qu'une stratégie, encore une fois, c'est agile, ça s'adapte. On va définir évidemment, moi ce que je fais avec mes clients en ghostwriting, c'est que je définis les axes en fonction de leur personnalité, de leur valeur, de leur boulot, mais après je leur dis toujours, en fait, on va voir. Parce que si ce poste-là, où on s'était dit que ça allait être notre navire amiral, ce type de poste, et finalement ça marche pas du tout, eh bien on va se rabattre sur le poste B ou le poste C, quoi. Ouais, on change. C'est ça. On est mouvant. Ok. J'ai une question aussi. Oui, forcément j'avais des questions, mais est-ce qu'en 2023, alors c'est une question que j'ai déjà posée, mais est-ce que tu penses qu'en 2023 ça suffira toujours de poster seulement 2 fois par semaine? Techniquement, c'est toujours mieux que rien. Ouais. Je dis pas si ça suffira, parce qu'en fait... Pour être visible de ses prospects, je veux dire. Je pense. En vrai, parce que t'as toujours une petite présence, ça dépend aussi sur quoi tu joues. Si tu mises tout sur LinkedIn, évidemment, je pense que non. Ça dépend de ta stratégie. Parce que si t'as une stratégie qui est à la fois de prospection sur LinkedIn, mais aussi de posting, ça peut suffire. Parce que à côté de ça, tu contactes tes prospects en DM ou par mail, etc. Ou t'as une base email à laquelle t'écris et tout. Si ton canal d'acquisition principal, tu veux ou tu sais que c'est LinkedIn, c'est sûr que ça suffira pas. Ok. D'accord. Dans quel rythme, si le mec veut tout cartonner? 5 fois par semaine au minimum. Ok. Moi. Et pas le week-end? Ah si, moi, ma copine Mélissa, elle poste aussi le week-end, etc. Et elle a décollé plus vite que moi, etc. Je sais que c'est pour ça. Hein. Enfin, c'est pour ça. C'est aussi parce qu'elle est très douée. Même plus douée que moi sur certains aspects. Elle a des idées de poste incroyables. Mais je sais aussi qu'il y a quand t'es plus présent dans la tête des gens, y compris dans leur week-end, etc., évidemment que ça marche. Après, c'est des choix. Moi, c'est un choix que j'ai fait parce que je travaille déjà généralement 7 jours sur 7, surtout depuis ces 3 dernières années, etc. J'ai fait quelques burn-out quand j'étais plus jeune. Je sais ce que c'est. Je sais quand il faut faire gaffe. Et moi, j'ai tendance à trop faire. Okay. Donc j'essaie de me préserver en faisant ça. 7 fois par semaine, c'est le mieux. Mais après, t'en as certains qui vont même te dire 2 fois par jour. Mais t'en as certains qui vont te dire 2 fois par jour, non, parce que ton poste il a pas le temps de vivre, ce qui est pas faux non plus. Donc en fait, tu vois, encore une fois, ça va avec le truc de théorisation de trop. Pour moi, à un moment, il faut aussi tester, découvrir son rythme. Moi, j'ai testé, j'ai découvert mon rythme. À un moment, je postais aussi les week-ends, et je me suis rendu compte que ça me bouffait d'avoir trop de notifications aussi le week-end, de devoir passer toute ma vie sur LinkedIn, y compris quand je suis avec des potes en train de boire un café le samedi après-midi. Un café égale du vin. On l'a vu. Voilà. C'est du jus de pomme. Et voilà, tu vois. Donc, en fait, pour moi, encore une fois, c'est une question de, faut pas trop théoriser. Mais par contre, effectivement, la seule chose qui est sûre, c'est que si LinkedIn est ton seul canal d'acquisition, il faut s'y mettre à fond, ouais. Ok. Et donc, canal d'acquisition, entonnoir de vente, le profil, c'est important. Tout à fait. Si t'avais un conseil qu'on n'entend pas souvent pour optimiser son profil, un petit hack, je sais pas. Mettez des photos. Parce que moi, je vois plein de gens avec pas de photos. Ok. Et j'ai vu que non mais c'est le b.a.-ba, mais il y en a plein, et j'avais quelqu'un qui avait commenté sous mon post. J'ai fait un post sur le fait qu'on sous-estimait la puissance des commentaires, de soi-même commenter les posts des autres. On va en parler. Et la personne m'écrivait en me disant je comprends pas, moi ça marche pas, etc. Et je fais déjà faut mettre une photo, frérot. C'est con, hein, mais en vrai c'est pas très engageant quand t'as l'impression de parler à un avatar, quoi. Et même je parle même de photos, mais de vraies photos de vous, pas aussi un avatar, le bitmoji ou des trucs comme ça. En fait, mettez vos tronches, quoi. Enfin c'est celle qu'on a. Moi je fais avec, hein, faites avec aussi. Ça paraît logique, ouais. Ouais, mais c'est sinon sur le profil. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ne pas négliger aussi la photo de couverture. Utilisez-la en fait pour faire valoir votre offre, votre slogan, et pas juste votre nom. Moi, c'est une erreur que j'avais faite où j'ai mis en trop gros mon nom. Sauf qu'en fait, tu l'as 2 fois. À quoi ça sert d'avoir 2 fois Juliette Cadeau sur ma photo de couverture, plus sur mon nom, tout simplement, puisque c'est comme ça que je m'appelle. Mais voilà. Sur votre photo de couverture, marquez le nom de votre entreprise ou ce que vous faites, quelle est votre promesse, quelles sont vos cibles, si vous êtes niché, des choses comme ça. Ok, d'accord. Tu l'as dit, bon, t'as parlé de commentaires.
Je crois que quand t'es arrivé sur LinkedIn, t'as un tout petit peu préparé le terrain en te faisant un espèce de petit réseau, c'est ça? Plus ou moins, c'est-à-dire que moi j'ai commencé pas mal par commenter pour me mettre à l'aise. Et au départ, je commentais de la merde de type bravo, très inspirant. Ou je suis désolée, je suis hyper crue, c'est pas sympa pour les gens qui mettent ça. Tout le monde va me détester, mais ouais, non, en fait, ce genre de commentaires, c'est sympa, c'est gentil, mais ça n'apporte rien parce qu'en fait, tout le monde peut le mettre sur toutes les publications. À part si c'est sur quelqu'un qui parle de quelque chose de grave. Là, dans ce cas-là, c'est bizarre. Mais non, mais en fait, je dis ça dans le sens caricature exprès, parce que, en fait, si vous avez envie de dire à quelqu'un bravo, essayez de le personnaliser un peu. Parce que vous connaissez un petit peu son parcours, ou pourquoi vous lui dites bravo, parce que pourquoi c'est inspirant en fait. Essayez d'étayer un petit peu les commentaires, ou alors amener du débat, amener une anecdote, faire une blague. Moi c'est comme ça que je me suis fait mon réseau en fait, c'est parce que je faisais des blagues de merde sous les commentaires de tout le monde, et donc j'ai commencé à me faire un petit réseau de copains, etc. quoi. Ok, et maintenant vous interagissez tous sur les posts des uns des autres et ça donne un espèce de micro-groupe d'engagement, de micro-boost au début de chaque post, c'est ça? C'est ça aussi, en fait, effectivement, il y en a les détracteurs là-dessus diront que on n'interagit qu'avec les posts des copains, etc. Pas qu'avec eux, mais c'est vrai qu'on interagit beaucoup avec les posts des copains, mais c'est parce qu'en fait, on sait ce que c'est que de poster, et du coup on se donne de la force. C'est comme tous les youtubeurs, les instagrammeurs qui traînent ensemble, des trucs comme ça, etc. Il y a un espèce effectivement de microcosme, c'est vrai, c'est très vrai, mais c'est aussi parce que tu sais ce que c'est, t'as envie de donner de la force, tu sais ce que c'est que parfois te dire que tu vas faire un bid avec ton post. Parfois on s'appelle au secours, hein. Parfois j'envoie mes posts à mes copines, je fais putain ça va bider, fais-moi un commentaire s'il te plaît. Voilà, hein, faut être honnête, hein, en coulisses ça se passe comme ça parfois. Mais effectivement on interagit pas mal dans les posts des uns des autres, et puis parce qu'au finalement on s'apprécie. Après moi tout le monde ne s'apprécie pas. Moi il y a des posts de créateurs que j'aime pas trop, dans ces cas-là tu les mutes, parce que je suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent, etc. C'est rien de personnel bien sûr, hein. C'est à travers les posts bien sûr. C'est un con, mais oui. C'est juste parce que ce sont des connards, mais pas de name dropping. Et du coup en fait tu vas effectivement donner de la force un peu à tout le monde, et puis après c'est aussi parce que plus t'interagis, plus les posts ils remontent dans ton feed, donc en fait si le post il t'intéresse, tu interagis, etc. Par contre moi il y a des posts de copains que je comprends pas parfois, parce que c'est des copains qui sont sur des sujets hyper pointus, ouais. de social ads ou des trucs comme ça, comme je comprends rien, je mets juste un petit bravo, et puis je dis rien parce que je comprends rien, alors je dis je comprends rien. Rien en vrai. Je dis ça, mais je dis j'ai rien compris, mais c'est super. J'ai rien invité, mais les smileys sont jolis. Bravo. J'ai rien compris, mais il est très inspirant. Ok, très bien. Ouais, je pense que tout le monde fait ça, c'est très répandu aujourd'hui, et bon, l'efficacité n'est plus à prouver. C'est ça. Bon, je te propose qu'on parle de ta routine d'écriture. Tu nous as dit que c'est un peu freestyle, mais parle-nous-en un peu plus. Je l'ai un peu plus structuré quand même maintenant depuis que je poste 5 fois par semaine, et d'autant plus depuis que j'ai plus d'engagement, parce que tu prends plus de temps pour répondre aux commentaires, donc c'est un temps qui est alloué en plus, etc. J'ai un meuf qui se la pète, c'est terrible. Mais du coup, non, c'est un temps que t'alloues en plus pour répondre aux commentaires, donc effectivement, c'est un temps que t'as moins pour préparer. Ma routine d'écriture, alors maintenant qu'elle est rodée, j'écris tous mes posts le dimanche, généralement. Alors après, dès que j'ai une idée, je la note. Je note tout. Ne faites pas confiance en votre mémoire, parce que c'est comme... ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux donner. C'est comme quand t'arrives dans la cuisine et que tu dis pourquoi je suis là ? Tu t'oublies pourquoi t'es venu dans la pièce, et ça arrive souvent. Et moi, ça m'est arrivé encore hier de me dire un truc, et vraiment, genre en 2 secondes, l'idée était partie. Je l'ai rattrapée après. J'ai eu la chance, mais il y a plein de fois où ça part comme ça. Donc notez absolument tout. Donc en fait, moi j'ai une page Notion, comme beaucoup de gens maintenant, ou sur les notes Apple, où je note absolument toutes mes... Qu'est-ce qui se passe en régie là-bas ? T'as une fan de Notion, alors je sais pas, elle saute partout là. Bon, on est tous... Je peux vous calmer là Remettez vos vêtements. Alors, voilà. Mais enfin... C'est pour vous faire un peu de making of. Rien ne va dans ce podcast. C'est vraiment la Java, quoi. Alors... Allez, finis ton croissant. Ok, donc t'as un peu structuré. Donc en fait, j'ai un petit peu structuré, donc je note toutes mes idées sur une page Notion, et l'idée, soit parfois je l'écris d'un coup sec et après je vais retoucher, soit c'est juste, j'écris 2-3 mots-clés, et ensuite j'écris tous mes posts le dimanche.
Et là, le dimanche, j'écris soit mes posts sur Notion, je les copie-colle et je les mets sur Hootsuite, je sais pas jamais comment on prononce. Hootsuite, je sais pas, aucune idée. C'est un outil de programmation que moi j'utilise, que je trouve bien. Et je le copie-colle sur Hootsuite, je le relis et après je le programme pour toute la semaine. Ok. Voilà ma routine. Mais je fais je suis pas en day-to-day, sauf si j'ai une idée qui vient comme ça, etc., et que ça chamboule un peu mon... En fait, je décide de mon calendrier à partir du moment où je suis devant le dimanche en me disant, bon bah j'ai vu ça, etc. J'essaye de faire un carrousel par semaine. Alors cette semaine je l'ai pas fait, mais j'essaye généralement de faire un carrousel par semaine le vendredi pour changer un petit peu de format, parce que moi je fais beaucoup de posts textuels uniquement parce que j'ai du mal avec les photos, j'aime pas ma tronche. J'ai essayé de faire des selfies pour faire des trucs réac là en mode roman photo que tous les créateurs ils font, que plein de copains ils font, genre Charles Elias Farah, Mélissa, etc., où ils se prennent en photo en faisant machin. J'ai vu ma tronche, les mecs, j'ai arrêté tout de suite. C'est pour ça que t'es là d'ailleurs. Bah non, mais pour ça après je là regarde. au moins il y a du matos. Je regarderai pas cette vidéo, mais je l'utiliserai pas non plus. La connasse. Non, j'ai beaucoup de mal avec ma propre image, donc j'ai du mal à prendre des selfies. Ouais. Enfin, je le fais pour mon Insta, mais j'aurais du mal à me mettre en scène. C'est un truc que j'ai pas décoincé. J'ai décoincé le côté écrire, me mettre un peu plus à poil sur LinkedIn, pas littéralement, pas comme en régie. On prend plein la gueule. Non, en fait, j'ai décoincé ce fait de me dévoiler un peu plus sur LinkedIn, mais j'ai pas décoincé le côté photo, ni le côté vidéo encore moins. Et du coup, moi je fais beaucoup de posts textuels, donc j'essaie de faire plutôt un carrousel par semaine, mais ça arrive que des fois je le fasse pas. Encore une fois, ça dépend des inspirations des posts, ou si j'ai pas d'inspi pour un carrousel ou des choses comme ça. Ok, d'accord. T'as finalement une bibliothèque d'idées, tu vas chercher... Exactement. Oui, pardon, je structure pas du tout mes réponses. Vous voyez, très peu de choses sont structurées chez moi. Voilà, j'ai une bibliothèque d'idées, je chope mes idées dedans en fonction de ce qui me plaît le plus, je les réécris, je les programme. Très fort le côté prendre des notes. Il y avait une phrase comme ça, le cerveau humain est fait pour avoir des idées, pas pour les garder. Ah, c'est joli ça, j'aime bien. Ouais, il les oublie en fait, il est là pour agréger des idées, les mettre, les emboîter dans des façons dont tu n'aurais pas pensé, mais par contre les garder il n'y arrive pas quoi. Donc ok, tu utilises sûrement des structures particulières, des formats pour tes posts, des espèces de petites recettes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Bah, on en parlait tout à l'heure, mais toujours le système de l'accroche, dans laquelle en fait il faut se dire, c'est ce qu'on appelle en réseaux sociaux un effet scroll stopper. En fait, c'est valable pour tous les réseaux, que ce soit du TikTok, que ce soit du Instagram, du LinkedIn, etc. Faut avoir quelque chose qui retient l'attention du prospect. Putain, la déformation professionnelle du lecteur, de l'utilisateur du réseau, et qui va se dire en fait ça m'intéresse. Donc c'est pour ça que quand je conseille mes clients sur TikTok ou sur les Reels, des choses comme ça, je leur dis arrêtez avec les vidéos où vous dites bonjour au début. On s'en fout. Des vidéos où on dit... Non, ne dites pas bonjour. Ouais. on dit bonjour aux gens dans la vie, mais pas sur les réseaux. Parce qu'en fait, les gens, on est dans l'ère du snack content, en fait. Ouais. Donc, on consomme des contenus comme des snacks. Hein, voilà, c'est ça le mot. Hein. Et... du coup, il nous faut un truc qui nous arrête, qui nous fasse arrêter de scroller, donc scroll stopper. Donc l'accroche. L'accroche, ça va être un truc qui va vous retenir. Moi, par exemple, dans mon post d'hier, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, je sais plus. Dans mon post d'hier, j'ai interpellé en disant tu télétravailles, genre point d'interrogation. Et du coup, ça accroche les gens et qui vont se dire bah moi tiens, je télétravaille, clac. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes depuis le Covid, à part les personnes qui font des métiers où elles sont obligées d'être présentes physiquement. Et du coup, ça va être un chiffre, des choses, une phrase, etc. Donc généralement, faut reprendre une phrase qui accroche, en fait, tout simplement, que ce soit en interpellant les gens, comme moi je l'ai fait en disant tu télétravailles, ou alors avec un chiffre de type, je sais pas, il y a 2,5 millions d'utilisateurs TikTok par mois en France. C'est un peu moins, mais je sais plus exactement. Mais ce genre de choses. Un truc qui va interpeller, qui va faire qu'on va s'intéresser à ce poste-là. Ensuite, moi j'aime bien les énumérations. J'aime bien, genre, comme il y a peu de choses structurées dans ma vie, à part parfois mes posts et tout ce que je fais pour mes clients, j'aime bien les trucs énumérés en fait, donner 3 conseils, 5 chiffres, etc. Et du coup, moi je joue avec les emojis, donc j'aère un petit peu le texte avec les emojis 1, 2, 3, 4, 5. Et après, généralement, il faut avoir, surtout, moins qu'en structure, mais plutôt en contenu, avoir bien en tête que c'est un contenu, un angle égale un contenu. Si tu commences à avoir
d'autres idées qui te viennent pendant la rédaction du post, où tu vois qu'au départ, tu commences à parler de TikTok, et après, tu commences à parler des Reels d'Instagram, etc. Post séparé. Post séparé. Tu sépares en deux. Déjà, en plus, c'est l'avantage, c'est que ça te fait deux posts. Donc, c'est tout bénef. Au lieu d'en avoir un seul gros avec plein d'informations, on comprend pas où tu veux en venir, t'en as déjà deux. Donc ça, c'est très très important. C'est vraiment d'éviter de s'éparpiller. Pardon. Et également, faire des phrases courtes. Ce qui, vous voyez, depuis le début de ce podcast, est rarement mon cas. Donc, donc ça, moi, c'est un truc sur lequel je me fais violence. C'est très compliqué à l'oral. Ouais. Mais moi, j'essaie de poser des questions plus courtes. Ouais. Mais comme tu le vois, je n'y arrive pas. Là, tu mets des points. Voilà. Là, j'ai ponctué. Mais ouais, non, effectivement, essayez de structurer votre post en ayant des phrases courtes. Et c'est un très bon conseil de Valentine Soda aussi qui cartonne sur LinkedIn. C'est, si vous voyez qu'il y a des virgules, essayez plutôt de mettre des points, de restructurer la phrase pour, au lieu de faire en sorte qu'il y ait virgule, nanana, virgule, mettre un point à la place. Et moi, je suis la reine des mots de liaison, les mais, en effet, donc, nana. J'adore ça. Nonobstant. Ouais. Ah, mais moi, c'est mon passé de journaliste. Ouais. Donc, tu vois, beaucoup d'écriture. Pardon, c'est peut-être pas bon pour la régie le sifflet, non. Donc moi, c'est mon réflexe de journaliste d'avant, tu vois, d'écrire, etc., que j'ai un peu perdu en étant plutôt dans le content en agence. Mais ça reste, surtout quand t'es une bavarde. Mais typiquement, tu essaye au maximum de faire des phrases courtes en mettant des points là où tu aurais mis des virgules à la base. Ok, d'accord. Je vois. Des phrases courtes, aucun mot superflu, ouais. Et au maximum, après, il faut quand même que ça te ressemble. Ouais. Parce que moi, parfois, j'ai des posts que je pourrais améliorer parce qu'il y aurait moins de mots ou plus de points ou des sauts de ligne, mais c'est pas moi. Donc, je le fais pas, en fait. Il faut être à l'aise. Le tout, c'est, en fait, avoir une démarche sincère, en fait. C'est surtout ça. C'est très bateau, c'est très Miss France que je dis. Mais en fait, le fait d'avoir une démarche sincère et de se dire t'as vraiment envie de partager des trucs, des tips, des conseils, ça se voit. Quand t'as vraiment envie, que tu le fais vraiment par envie de partager, totalement. que quand tu le fais et que tu fais plein de sauts de ligne et une accroche un peu pétée, un peu mensongère parce que t'as envie d'accrocher le regard, ça se voit tout de suite. Et du coup, tu peux avoir un post qui est théoriquement structuré comme idéal de ce qui est tout ce qui est marqué sur LinkedIn avec une accroche, des chiffres, nanana, tout ce que tu veux. Mais ça se voit. Parce qu'en fait, on va voir que c'est pas sincère, on va voir que c'est un peu templatisé, que c'est un peu robotisé, quoi. Je vois. Il y a un framework très connu qui s'appelle AIDA. Tu l'utilises ou pas? Non. Non. Okay. Il y a quelques mois, je savais même pas ce que ça voulait dire. Ah ouais. Il faut savoir que je suis autodidacte, moi, sur la com et sur l'écriture, etc. Donc, j'ai pas les codes. J'ai pas les codes, j'ai pas la formation. C'est pareil sur l'entrepreneuriat. Moi, j'ai pas fait d'école de commerce. J'ai fait une école de mode. À la base, je suis styliste. J'ai jamais exercé. J'ai été journaliste. Maintenant, je suis dans la com. Je suis autodidacte sur le journalisme, sur la com et sur l'entrepreneuriat. J'ai personne dans mon entourage de proche, familial qui a créé des entreprises. Enfin, c'est du libéral, quoi, c'est des professions médicales. Mais du coup, moi, les méthodes, je les connais pas. J'ai découvert au fur et à mesure. Et là, AIDA, je sais même plus ce que veut dire l'acronyme, c'est... Attention, intérêt, désir, action. Oui, voilà, on n'a pas parlé du call to action, mais effectivement, ça c'est pareil, c'est parce que pour moi, c'est pas un réflexe, c'est un réflexe quand je trouve qu'il a de l'intérêt. Ouais. Call to action, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de mettre un appel à l'action à la fin du post. Ça va être et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que t'as d'autres tips à me donner? Et toi, tu télétravailles ou pas? Qu'est-ce que tu fais quand tu télétravailles? Des choses comme ça. Mais du coup, voilà, moi, j'ai jamais appris tous ces trucs-là. J'ai appris sur le tas, comme beaucoup de choses dans ma vie. Donc, AIDA, non, moi, je l'utilise pas parce que je fais les choses de façon naturelle et encore une fois, je théorise pas trop. Donc, Bah, j'allais te poser une question parce que moi, ce framework-là, pour moi, il est pas forcément très clair. En tout cas, sur l'attention, je vois. Oui. Sur le désir, je comprends. Grâce à ça, tu vas pouvoir, machin, Dieu. Sur l'action aussi, inscris-toi. Mais sur le fait de susciter de l'intérêt, c'est très flou. Pour garder le lecteur, là, je trouve que c'est un peu plus flou et j'aurais aimé avoir... même, tu vois, toi, comment est-ce que tu arrives à garder ton lecteur jusqu'en bas du post, juste en faisant des phrases plus courtes, ou tu as d'autres petites astuces pour garder l'attention?
C'est une bonne question. J'essaye de le faire, par exemple, en interpellant un peu plus, tu vois. Je sais pas, tu peux mettre des trucs en mode, tu vois ce que je veux dire, toi aussi tu l'as vécu, ou des petites blagues à l'intérieur. Moi, j'ai Oui. un peu clown, c'est terrible. Du coup, en fait, voilà, tu le fais valoir je sais pas, en utilisant des vannes, des blagues. Moi, c'est un truc que j'aime bien, tu vois. Valentine Soda, elle est connue pour détourner les expressions, donc tu sais que tu vas en avoir une dans le post, etc. Donc ça fait partie de ta signature. Pour moi, pour retenir l'attention de la personne, pour la retenir, enfin l'intérêt de la personne, pardon, pour le retenir, c'est vachement vague. Parce qu'en fait, ce qui a un intérêt pour toi n'a pas d'intérêt pour moi, forcément. Ou peut-être pas. Ou peut-être il y a un intérêt pour aucun des deux, tu vois. Donc en fait, il y a des gens qui vont trouver un intérêt dans ton post, alors que, à la base, ils sont pas du tout dans la com, si on parle de mes posts à moi. Et alors qu'il y a des gens qui sont dans la com et qui pourtant vont se dire ça m'intéresse pas du tout. Donc en fait je trouve ça très vague comme donc c'est pour ça que je suis pas trop pour la théorie, je suis plutôt pour la pratique en fait en général. Moi c'est mon côté autodidacte aussi qui est en mode en fait au bout d'un moment si tu te lances pas ça sert à rien quoi. Je vois. Donc en fait t'écris quelque chose, ensuite tu repasses en modifiant les phrases, en ajoutant de l'humour, en ajoutant de la choses qui interpellent. En fait tu gardes combien de pourcents de ton brouillon originel En une grande partie, en vrai. Parce que j'écris... Ouais, parce que... En fait, maintenant, c'est un peu biaisé, parce que maintenant, je suis habituée. Donc... tu le fais déjà... Ouais, je le fais rapidement, en fait, où tu vois, j'ai pas taillé dans l'art, enlevé un donc, un machin, etc. Mais par contre, ce que je donne comme conseil principal sur votre création de contenu, que ce soit tout, hein, du papier au post, en passant par une page de vente, relisez-vous, mais 24 à 48 heures après. Parce qu'en fait, quand tu viens de l'écrire, t'es trop la tronche dans le guidon. Du coup, tu vois pas les coquilles, tu vois pas les mots en trop, et quand tu vas revenir 24 heures après, 48 heures après, tu dis, mais qu'est-ce que je voulais dire là? Et là, tu vas modifier, là, tu vas avoir un bon truc. Tu vas faire pas ça tout le temps. C'est-à-dire que tu vas pas te relire ensuite, etc., 48 heures, et puis ça dure finalement 2 ans, quoi. Mais non, en gros, relis-toi une fois que tu penses avoir terminé, toujours se relire, mais pas tout de suite, parce que t'es trop dans le show. Tu vas, pas dans le show bimip, mais comme moi, mais dans le, c'est trop frais, quoi. Ouais. Donc pas dans le show. Tu vois, c'est trop frais dans ton esprit, donc en fait, même si tu avais fait une grosse erreur de conjugaison ou de grammaire ou des choses comme ça, bah tu vas pas la voir parce qu'en fait, tu vas lire en diagonale. Oui. Ouais, tu l'as encore en tête. Voilà. Ok. Justement, il y a des choses qui font pas de faute. C'est les IA. Ou pas trop. Ça me fait peur. Ouais. Mais justement, on a de plus en plus de logiciels qui permettent de créer des articles de blog, un IA, et tout le monde est là, oh c'est trop bien, c'est super bien, ça prend pas longtemps, et puis en plus ils sont pas mal, bon je repasse dessus, mais bon voilà. Est-ce que tu penses que l'IA, il y a déjà quelques petits logiciels, je crois, qui font un petit peu de copywriting, est-ce que tu penses que l'IA va prendre une place dans les posts LinkedIn ? Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai pas envie de te dire oui en mode ça va marcher puis ça marche pas, et j'ai pas envie de te dire non, être la vieille conne qui disait Internet ça marchera jamais Internet, cette merde. Ouais. Google le jour où ça c'est quoi votre truc là, avec votre logo toutes les couleurs? Oh les jeunes. Non, en fait, j'ai pas envie de te dire. En même temps, mon côté sceptique a envie de te dire non, mais en même temps, je peux pas prévenir l'avenir. Parce que techniquement, c'est une avancée de taré. Donc c'est possible. Et moi, je vois surtout passer, je sais pas si vous avez pu essayer les TikTok avec de l'IA, où en fait, je digresse complètement. Vas-y. T'as une personne qui est en train de te parler, et en fait, clac, t'as l'image, les pixels qui s'enlèvent, ils disent en fait non, j'ai complètement créé ce personnage. C'est incroyable. Donc en fait, oui, ça va prendre une place. Est-ce que ça prendra autant de place que des créateurs ? Je ne pense pas, parce que il y aura toujours peut-être un peu de place pour l'humain. C'est peut-être mon côté un peu Miss France, encore une fois, pas physiquement. Mais non, en fait, c'est pour moi, il y a un côté où t'as envie de garder un peu d'humain quand même, et même ne serait-ce que dans les interactions, par exemple, tu vois, parce que ok, les posts, mais il y a aussi les commentaires, les DM derrière, le business que tu peux générer, tu vois, parce que, et puis peut-être où il faudrait que la communication soit claire sur le fait que ce soit de l'IA, parce que je pense à ça. Imagine, t'as quelqu'un qui voit un post copyrighté, qui contacte cette IA pour avoir du copywriting, et qui se rend compte que c'est pas de l'IA, que c'est un autre mec derrière qui veut lui vendre la solution. Au début. Est-ce qu'il se sentira pas un peu pris pour un con ? Ou en tout cas lésé ? Je sais pas.
Je me pose des questions. Je pense que ça prendra de la place. Est-ce que ça prendra autant de place que l'humain? Je ne sais pas. À voir. En vrai, moi, je suis jamais pour. En fait, j'ai pas du tout envie de dire des choses. Déjà que Ouais, si tu t'es pas énormément renseigné dessus. C'est même pas que je suis pas renseignée. Déjà, je suis pas renseignée, premièrement. Et deux, j'ai pas envie de prédire des choses. C'est pas mon genre. De dire ça va marcher, ça va pas marcher. Moi, je sais pas les choses. Je ne sais rien. Je suis pas une prédicteuse, je ne sais pas conjuguer non plus. De tendance, je ne sais pas prédire l'avenir, donc je ne pourrais pas dire là-dessus. Il y aura peut-être des tools qui vont sortir bientôt et qui seront impeccables pour. Tu mets tes bullet points, ce que tu veux dire, ta cible, et puis ils te tourneront ce que tu voulais dire en façon copywriting. Mais le problème, c'est que tous les posts, du coup, vont se ressembler. Voilà, il y a ça aussi, tu vois, c'est que pour moi, en fait, il faut passer en méthode de test. J'y en discutais hier avec mon mec du métavers aussi, mais métavers, je ne sais jamais si on en parle, du fait que il y a des gens qui disent que c'est un peu trop tôt, et je lui disais, j'ai l'impression que c'est un peu tôt, ouais. Peut-être qu'on c'est pas assez ancré dans les usages du quotidien pour que ça prenne autant de place qu'on le voudrait, en fait. Je sais pas, je pense qu'on est un peu entre deux mondes, là. Je crois que même chez Meta, il y a une personne sur deux qui comprend pas l'ambition du patron de ça, et ils sont pas du tout contents avec l'utilisation de Metaverse à l'intérieur de Meta dans les équipes. Donc peut-être un tout petit peu trop tôt, mais peut-être qu'ils y arriveront aussi. C'est ça. Et moi, je pense qu'on est un peu le seul truc où je suis à peu près persuadée, c'est que on est un peu entre deux mondes. On est dans un monde de transformation, tu vois. Donc ça va changer. Donc c'est pour ça que je veux pas faire de prédiction. On est parti là, et puis encore plus discrété sur de la géopolitique, transition, tout ça. Donc ça va, on est resté sur le sujet. Est-ce que maintenant, on va détendre un petit peu le sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des coulisses de la création de contenu? T'en as pas marre des fois de LinkedIn et de tous ces sujets-là? Oh oui, parfois. Non, parfois j'en ai ras-le-bol. J'en ai pas forcément... Non, j'en ai pas marre d'écrire, parce que j'ai toujours, comme je te disais, depuis que je suis gamine, j'ai toujours écrit, ça a toujours fait partie de moi. Mais j'en ai marre de LinkedIn parfois. Ou quand je vois passer... Moi, alors, je suis désolée pour ceux qui font ça, mais quand je vois passer les posts en mode qui te donnent une phrase hyper choquante de type les femmes ne peuvent pas travailler, quelques sauts de ligne, c'est ce que mon oncle m'a dit à mon dernier... Je déteste ces posts. Genre, je mets une accroche sans l'assumer, quoi. Ah, mais c'est ça, mais c'est là... exactement. Tu vois, c'est ça que je vous dis quand ça se voit, en fait. Et là, tu vois, c'est un peu bullshitter. J'aime pas ces trucs-là. Du coup, en fait, parfois, j'en ai marre de LinkedIn pour son côté bullshit. Son côté je fais 10K en faisant rien de la journée, son côté aussi parfois un peu pleuré dans les chaumières en mode mes parents ont divorcé, ça a été la pire drame de ma vie, et comme ça, et je me suis relevée en étant entrepreneur. Stop, quoi. Tu vois, parfois j'en ai un peu marre, en fait, du côté un peu drama de LinkedIn, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. C'est la course au voir plus, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. La course au voir plus, c'est la course au reach, etc. Ça, c'est... Parfois, ouais, j'en ai marre. Mais j'en ai jamais marre d'écrire, par contre. Ça, j'aime bien. T'écrirais un livre? Sur moi? Je sais pas. Bon, non. non. Alors, j'aimerais bien. Non, en fait, je sais pas. Je sais pas si j'aimerais bien. Parce que, comme tu vois, je suis toujours très ambivalente. Parfois, j'aime bien les choses, parfois non. Mais ouais, je sais pas. Peut-être, j'ai envie d'écrire plus de... La fiction? Non. Plus de manuels, genre de type formation, parce que je fais de plus en plus d'offres de formation maintenant. Du type, comment se lancer sur LinkedIn, comment se lancer sur TikTok, etc. Blabla, comment réussir sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, tout ce que tu veux. Plutôt dans le pro. C'est pas pour rien que j'ai choisi LinkedIn pour porter mon business, parce qu'il faut savoir que j'ai pas mal de followers entre guillemets sur Instagram, où je suis à plus de 2000, un truc comme ça, parce qu'en fait, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, dans le journal dans lequel j'étais avant, ils montraient beaucoup les coulisses. Donc à un moment, j'ai eu plein de followers, genre j'ai monté jusqu'à 6K, un truc comme ça, ça a baissé, clac. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis assez pudique et j'aime pas dévoiler trop ma vie privée. Donc je me serais jamais vue influenceuse ou créatrice de contenu sur Instagram ou sur YouTube. En plus, je suis pas à l'aise avec mon image. LinkedIn me permet d'avoir que du texte. Et du coup, si je me lance dans un bouquin, ce sera plutôt un truc pro. Où je me dévoile pas, où je parle pas de mon passé, je parle pas d'autres trucs, ou de trucs dont j'ai pas envie de parler. Il y aura que de la valeur pro, quoi. Ouais, c'est ça. Plutôt que je suis à l'aise à parler du pro, et peut-être que je débloquerai ça aussi. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de blocages sur beaucoup de choses, mais peut-être qu'un jour je débloquerai ça aussi. On verra plus tard. Mais à date là, si tu me dis demain on écrit un bouquin sur le sujet que tu veux, ce sera du pro. Peut-être que Pauline te débloquera là-dessus aussi. Peut-être.
Il y a... bon, t'as arrêté ton podcast il y a pas longtemps pour des raisons alors, d'équipe et puis autres. Mais comment tu gères le fait... je sais pas si t'as arrêté d'autres projets que t'avais lancés avant sur LinkedIn ou autre. Comment est-ce que tu gères le fait d'arrêter des projets? Franchement, bien. Je suis pas quelqu'un qui a des regrets. Je me détache assez vite des choses parce que je suis d'une personnalité comme ça où en fait quand c'est fini, c'est fini. Je suis pas en fait non, j'ai pas trop de problème à arrêter les choses. En fait, le process d'arrêter me fait plus de mal, de me dire ça va se finir, j'aime pas la fin, ça me saoule, j'ai pas envie que ça arrive, etc. Par contre, tu vois que c'est terminé, c'est bon, on passe à autre chose. Là-dessus, moi, j'ai pas trop de problème à arrêter des projets, surtout qu'en plus, je fais partie, comme vous pouvez le voir, de ces enfants, ex-enfants hyperactifs, donc faire plein de choses. C'est pas vrai. Donc faire plein de choses, ça a toujours été chez moi. Donc arrêter, commencer, etc. Là, il n'y a pas de souci. Donc je pense que je suis un peu habituée à ça, donc ça va. Mais tu sais, maintenant que tu le dis, t'es la 3e invitée de suite qui est hyper active. C'est où les questions? Alors, les autres sont peut-être sous ce traitement, ils l'ont pas dit, mais c'est une sacrée récurrence. Ça t'a aidé d'être hyper active ou ça t'a... Non, ça m'a aidé. Nuit. Non, ça m'a aidé parce que... Bon, après, en fait, j'avais énormément de travail. J'ai une nana qui m'a posé la question il y a pas longtemps en DM qui m'a dit t'as combien de clients en ce moment? Je fais en ce moment en ongoing, j'ai 6 clients en même temps. Dont un à peu près à temps plein. Même à temps plein. Oui, voilà. Ouais. Ça va. Ouais, du coup... Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que déjà mon premier job, donc quand j'étais journaliste, on était obligé, c'était le journal qui était comme ça. On écrivait 3 brèves le matin, un gros article l'après-midi. T'as intérêt de charbonner. Donc j'étais élevée à ça et en fait j'ai toujours abattu beaucoup de choses en même temps, j'ai toujours beaucoup taffé, etc. Donc moi l'hyperactivité, non, moi ça m'a toujours aidé. Mais effectivement je pense qu'il y a un vecteur commun. Après moi c'est pas mon cas, mais j'ai aussi l'impression que sur LinkedIn il y a aussi une revanche des introvertis. Ouais. Tu vois, qui prennent la parole, qui ont trouvé un espace pour s'exprimer, etc. Et alors les introvertis hyperactifs. Là mon pote. C'est vrai, je l'ai observé ça aussi. Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai vu passer beaucoup de témoignages de personnes sur LinkedIn qui disaient que dans la vie elles étaient pas aussi ouvertes, partageantes, en partage de contenu, de choses, d'anecdotes, etc. que sur LinkedIn, ou qu'elles étaient très timides ou des choses comme ça. Et même c'est un vecteur que tu retrouves aussi dans la création de contenu en général. Moi, quand je travaillais dans mon premier journal, c'était un journal dans lequel on travaillait avec beaucoup de youtubeurs, donc je côtoyais un peu ce milieu-là, etc. La plupart des gros youtubeurs de l'époque, dans 2014, etc., parce que madame est vieille, c'était des personnes mais extrêmement timides. Alors que c'était des mecs qui faisaient rire mais des millions de personnes dans leurs vidéos. Et qui faisaient les cons pas possibles dans leurs vidéos. Mais c'est un vecteur commun que t'as généralement... C'était leur exutoire, oui. C'est ça, t'as un côté un peu exutoire, je pense, des réseaux sociaux pour les personnes qui n'ont jamais trouvé d'endroit ou de personnes auprès desquelles s'exprimer. C'est pas mon cas, parce que personnellement j'ai toujours gueulé, mais disons que ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu un vecteur commun d'hyperactivité de côté de avoir envie de créer, avoir des idées, et également pour un exutoire pour des personnes un peu plus introverties aussi. Il y a 2 paradigmes aussi dans la vie pro. Il y a les personnes qui veulent faire le maximum de CA en étant le minimum d'équipe et en automatisant tout et en ayant le minimum de taf. Et il y a les gens qui veulent scaler, recruter et finalement avoir des responsabilités et travailler. Les deux sont cool, hein. Toi, c'est quoi le style de vie que tu essaies de construire? Voilà, construire. Moi, je suis une bosseuse. J'ai aucunement l'intention à un moment de m'arrêter de bosser, même quand je serai à la retraite. Je pense que si on a une retraite, ce ne sera pas le cas. J'ai pas l'intention de m'arrêter de bosser parce que j'aime bosser. Alors c'est terrible, hein, je fais toujours un disclaimer, j'en avais parlé dans un podcast de Mathis Torin aussi à ce moment-là. C'est pas du tout un mode de vie que je prône, c'est juste que moi je suis comme ça pour l'instant. J'ai pas de problème à travailler 7 jours sur 7.
Et ça véhicule une image de merde en disant ouais, non mais moi j'adore mon travail, donc je vois pas l'intérêt, machin. En fait, moi je dis ça parce que c'est mon entreprise. Donc c'est moi qui décide. Et en ce moment, j'ai envie de bosser. J'ai pas de gosse, j'ai pas trop d'obligations, etc. Et j'ai envie, en fait, de faire ça comme ça parce que c'est mon entreprise. Je ne l'aurais jamais fait si j'étais salarié. Quand j'étais salarié et que j'étais payé au SMIC, j'étais 9h midi, 14h, 18h. 18h01, j'étais dans la cour avec mon sac. Parce que c'était pas mon entreprise. Moi, quand c'est mon entreprise, là, je suis plus à me donner à fond, etc. Et même si tu peux travailler en étant dans les jours classiques et dans les heures classiques en te donnant à fond, hein, ça ne veut rien dire. Mais disons que moi, en plus, j'ai un peu ce côté peur de manquer. Même si j'ai jamais manqué, parce que je viens pas d'une famille défavorisée ou des choses comme ça, c'est juste pas un rapport très sain avec l'argent dans ma famille, et du coup j'étais un peu élevée là-dedans, et donc moi j'ai un peu ça aussi, cette peur de manquer et tout machin, et donc moi ce que je vis c'est je vais pas le cacher, j'ai la richesse premièrement, ou au moins le fait de pas être dans la merde, Ouais, normal. parce que je dis souvent qu'on a beaucoup de problèmes dans la vie, si l'argent ne peut ne pas en être un, c'est tant mieux. Et du coup, moi, comme je disais, je viens pas d'un milieu défavorisé, donc j'ai jamais su ce que c'était. Et j'imagine pas ce que c'est que genre de payer tes courses pour lesquelles tu as besoin de bouffer et d'avoir peur de te payer de te manger un paiement refusé. Ça, c'est une grande chance qu'on a quand on gagne bien sa vie, dont on se rend pas compte. Moi, je ne m'en rends pas compte, je m'en suis jamais rendu compte. Et j'essaye d'avoir en sorte de pas trop m'en rendre compte. Je fais pas partie des ultra riches, donc il peut y avoir des accidents de la vie. Il peut y avoir des choses qui t'empêchent de bosser. Donc en fait, je fais aussi en sorte de coffrer un peu pour m'assurer un avenir au cas où j'ai une maladie ou un proche a une maladie et qu'il faut financer des choses, ou que la vie elle peut s'effondrer autour de toi. Il peut t'arriver des trucs qui vont faire que tu t'es en donne, et il y a des gens qui viennent de milieux bourgeois qui dégringolent parce qu'il y a une maladie ou des choses, et qui peuvent plus bosser ou qui sont handicapés ou des choses comme ça. Donc moi j'essaie de prendre en compte tout ça. Mais j'essaye aussi, et aussi moi j'ai toujours eu énormément d'ambition, je le cache pas, je me suis toujours vue à la tête d'une grosse boîte, que ce soit une boîte que j'ai créée, c'est mieux, ou en étant associée dans le projet, etc. J'ai toujours voulu avoir des responsabilités, etc. Donc ça c'est plutôt ça que je vise. Je vise pas forcément le slow freelancing ou des choses comme ça, c'est pas moi. Je critique pas, mais c'est pas moi. C'est deux modèles de vie qui correspondent à deux envies, deux idéaux différents. Exactement, tout à fait. C'est ça. C'est pas du tout les mêmes rapports à l'argent, à la réussite ou des choses comme ça. C'est complètement différent. Et je pense d'ailleurs que c'est plus sain dans l'autre sens, d'être un peu plus slow sur le travail, etc. Vouloir kiffer d'autres choses que le travail. Je pense que j'ai pas un mode de vie très sain là-dessus, moi. Et ni un rapport très sain à l'argent ou à la réussite. Je pense pas que ce soit... Je suis pas un exemple pour ça parce que je sais au fond que c'est pas très sain. Je parlerai avec ma psy. Ouais, tu viendras nous en parler quand... avec ma psy. T'auras vu ça. Je vais lancer un podcast de psychologue. Hein, bonne idée, hein. Le divan, je vais l'appeler. Et ouais. Voilà, on a un nom, on a un concept. C'est parti. Du coup, tu veux qu'on tourne le canapé, on fait le premier épisode du divan. Parle-moi de ton rapport à l'argent. Alors. Ok, bon, de toute façon, moi, j'ai fini les questions que je voulais te poser. Merveilleux. Super, hein. Mais j'ai encore les questions de la fin. Ouais. Et la première, c'est, est-ce qu'il y a une personne, ou des personnes peut-être, qui t'ont inspiré? T'as dit que tu venais pas d'une famille d'entrepreneuriat. Ce qui finalement qui t'a insufflé toute cette envie de réussir et qui t'a donné les modèles finalement de tout ça? En vrai, moi, comme je le disais, j'ai pas fait d'école de commerce, donc j'ai pas les codes de type admirer des entrepreneurs. Les noms d'entrepreneurs hyper connus, je les connais même pas, premièrement. Et deux, je les découvre sur LinkedIn au fur et à mesure. Genre, quand on me parle d'un... C'est qui Bernard Arnault, là? Ouais, bon, à part celui-là, il a pop-up sur LinkedIn. Non, tu vois, à part lui, avec son avion, là... Coucou. Tu vois, il nous regarde, évidemment. Salut Bernard. Arrête l'avion. Et du coup, non, moi, j'admire pas forcément de gros entrepreneurs parce que c'est pas quelque chose... Enfin, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. En fait, j'ai toujours eu en moi. Quand j'étais plus jeune, je me suis toujours dit, je serais pas salariée toute ma vie, j'aurais mon entreprise, etc. Par envie, mais aussi parce que j'ai toujours eu du mal avec l'autorité, en général, à part la mienne, manifestement.
Mais du coup, ce qui m'a insufflé ça, alors moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs dans le type de création d'entreprise. Après, mon père est kinésithérapeute, donc plutôt en profession libérale. Donc j'ai toujours vu, et pas plutôt, carrément en profession libérale. Donc j'ai toujours vu mener son truc, avoir sa clientèle, la fidéliser, enfin sa patientèle, la fidéliser, etc. Machin. Donc il y a un peu de ça quand même. Mais les gens qui m'ont inspiré, c'est tous les gens que j'ai autour de moi. C'est mes potes, c'est mon mec, c'est ma mère, plein de gens, mes tantes aussi, tu vois, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de choses comme ça, et la dernière fois je me faisais la réflexion dans le métro en marchant, je sais pas pourquoi, mais je me disais, autour de moi je n'ai pas une meuf qui n'est pas badass dans un sens ou dans l'autre, genre de type qui gère sa vie pro ou qui gère sa vie perso en étant toute seule à élever son gamin, ou des choses comme ça, et en fait j'ai beaucoup de gens, j'ai pas une histoire très facile en termes de perso ou en termes de famille. Ce qui fait que j'ai trouvé ma famille un peu ailleurs, même si je suis très proche de ma mère mise à part bien sûr. Mais disons que je me suis débarrassée très rapidement, ou je me débarrasse très rapidement des gens qui partagent pas les mêmes valeurs que moi, ou que je trouve par exemple se plaignent énormément. C'est un défaut que j'ai beaucoup de mal à accepter chez les gens, la complainte, le fait de rester dans sa zone de confort, de malheur, des choses comme ça. J'ai que des gens autour de moi qui gèrent, qui sont inspirants, etc. Et surtout des femmes. Et du coup, c'est moi, tous les gens qui m'inspirent, c'est tous les gens que j'ai autour de moi, que ce soit des potes qui soient dans des milieux de type avocat, milieu politique, j'ai pas beaucoup de médecins par contre, mais des trucs comme ça. Et en fait, j'ai beaucoup de gens différents autour de moi qui mènent bien leur bac, quoi, qui se gèrent. Et c'est ça qui m'inspire. C'est plutôt les gens autour de moi. Est-ce qu'il y a un conseil un jour qu'on t'a dit et qui t'est resté? Ferme-la. Non, un conseil un jour. Alors, pas qu'on m'a dit, mais duquel je me suis rendu compte, après avoir vécu quelque chose de très difficile il y a bientôt 9 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, personne n'allait venir te chercher. Qu'à un moment, il faut se prendre en main. Et c'était un moment où j'étais clairement en dépression, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai fait un peu cette théorie de la piscine, où en fait, si t'es en train de te noyer dans une piscine, on peut te balancer toutes les bouées que tu veux. Si toi, tu le chopes pas, tu remonteras pas. Donc en fait, c'est pareil pour tout, c'est que personne va venir te chercher. Et c'est un truc duquel je me suis rendu compte, on me l'a pas forcément dit ou à demi-mot, ça n'a pas été formulé comme ça, mais le fait de se dire, en fait, à un moment, il faut te prendre en main. C'est pas aux autres de faire pour toi, c'est à toi de faire pour toi. La seule personne avec laquelle tu vivras toute ta vie, c'est toi-même. Il n'y a pas de maître nageur dans la vraie vie. Typiquement. Clément SSB, monsieur. Très bien. Non, pas encore. J'ai encore 3 petites questions pour toi, mais promis, ça va aller vite. Bon, t'inquiète, ça va. Hein. Ouais, 1 heure. Est-ce que tu as des ressources à partager avec nous sur lesquelles qui t'ont permis de te former ou de t'informer? Alors, moi, j'aime beaucoup le podcast Le Board de Flavie. Prévost qui parle en fait de différents qui interviewe en fait différents interlocuteurs. Alors je suis passée dedans, mais c'est pas que pour ça, je l'écoutais déjà avant, qui en fait va te donner en gros, elle l'a appelé le board pour en fait au niveau audio, t'as un board autour de toi, comme on appelle ça dans les startups. En fait, c'est tout un groupe en fait de personnes qui vont venir te conseiller. Ouais. Et c'est exactement une espèce de conseil d'administration, de personnes qui vont venir te conseiller. En fait, j'aime bien son concept parce que du coup, tu vas avoir des personnes qui sont spécialisées en ads, en crypto, en com, en vidéo, etc., qui vont venir te donner des conseils. Donc j'aime beaucoup ce podcast. Je suis très très podcast moi en général. Comment ne pas citer Marketing Square de Caroline Mignot, évidemment, qui, en quelques minutes, 10 minutes maximum, t'apprend un truc sur le marketing, etc. C'est hyper intéressant. Récemment, pour bosser un peu plus sur le développement personnel, j'ai lu les 4 accords Toltec, enfin, que tout le monde conseille, et que j'ai beaucoup aimé, qui m'a permis d'être un peu plus posée aussi, même si ça ne se voit pas manifestement. Qu'est-ce que ça devait être avant? Non, mais d'être un peu plus posée sur ma réflexion autour des gens. Okay. Être un peu plus tolérante. Un peu plus... et puis, en gros, les 4 accords Toltec, c'est que ta parole soit toujours d'or. Pauline, ensuite, c'est quoi? Je sais plus... Attends, je vais regarder. Alors, du coup, c'est que votre parole soit toujours impeccable, de jamais faire de suppositions, de toujours faire de son mieux. Et le dernier, c'est... ne jamais faire une affaire personnelle de rien. Et donc, j'essaie d'appliquer ça, tu vois, de
Par exemple, quand t'as un mauvais commentaire, eh bien, éviter en fait de se dire cette personne, elle t'en veut personnellement. Non, c'est peut-être que à un moment, elle était pas bien, elle avait envie de pousser un coup de gueule, elle a perdu son sang-froid, voilà, en fait. Essayer de prendre du recul sur les actions des gens, sur ta propre vie, parce que dans les 4 accords Toltec, t'expliquent que la parole peut être peut être à la fois de l'or, mais aussi un poison. Et en fonction de ce que tu dis, et donc c'est pour ça qu'il faut que ta parole soit impeccable pour essayer d'être toujours tirer les gens vers le haut grâce à ta parole, ou alors quand tu reçois en fait de la mauvaise parole, ne pas faire en sorte d'être piqué par ce poison et de le laisser entrer en toi. J'aime beaucoup ça, je connaissais pas. C'est très court en plus comme livre, c'est très agréable à lire, je t'invite à le lire. Tout n'est pas bon à prendre parce que ça parle beaucoup du rapport à Dieu, et moi je suis plutôt athée, donc c'était moins quelque chose qui m'a touchée. Quant à la foi, je pense que ça te touche par contre, mais disons que les conseils en plus sont applicables assez facilement, ou plus ou moins, tu vois, mais notamment sur la parole d'or, et ça va parler aussi de la parole que tu as envers toi, tu vois. Moi je me suis beaucoup vannée depuis le départ, ça c'est des choses à pas faire normalement dans les 4 accords Toltec, où tu t'es pas censé être méchant avec toi-même, pour essayer de toujours d'être en paix en fait avec toi et avec les autres. Ok, d'accord. Autre chose? Pas vraiment. Okay. Non, pas vraiment. Je t'avoue, j'essaye d'être courte dans mes réponses parfois, donc je t'en donnerai 3. Ça marche. Les outils que tu utilises tous les jours et qui te sauvent la vie, c'est quoi? Alors, il y a, donc on l'a dit, Notion. Après, moi, je suis très... alors, c'est pas bien pour la planète, mais je suis très Apple dans mes devices, oui. dans mes appareils. Donc, j'utilise iPhone et Mac. Donc, en fait, ce qui est cool, c'est que dans l'appli Note, quand tu es sur le même cloud, c'est synchronisé. Ouais. Donc, tu prends une note dans le métro ou dans la voiture avec la note vocale, ou dans le tram, et des choses comme ça. Et là, en fait, c'est synchronisé sur ton ordinateur, donc directement, quand tu rentres, tu peux réécrire, etc. Moi, du coup, Outsuite, là, donc l'outil de programmation de poste, ça me sauve la vie, parce que du coup, avant, je faisais tout à la mano, comme une femme des cavernes, de type... C'était très australopithèque. Ah, clairement. En plus, moi, je commence ma journée très tôt, parce que je suis quelqu'un de matinal, donc je me lève généralement vers 6h40. Maintenant, j'ai même poussé jusqu'à 6h30. Avant, je me levais vers 7h. Et du coup, je postais à peu près à ce moment-là. Et donc, quand tu poses tout à la mano, c'est long, c'est chiant. Alors que là, t'as tout qui part, et si tu sais qu'un jour t'as un rendez-vous, ou que t'as envie de faire la grasse mat, et ton post, il va quand même se poster, etc. Donc ça, indispensable. Canva aussi, pour faire les carousels, hein, comme tout le monde. Je ne réinvente absolument rien. J'utilise pas mal Photoshop aussi pour certaines autres choses, mais c'est plutôt pour d'autres missions. PowerPoint. Mon amour, mon grand classique. Pour quand t'es dans la com, les présentations, c'est indispensable. Tu n'utilises pas Keynote? Non, en plus, ouais, je suis même pas là-dessus. J'ai pris l'habitude de PowerPoint parce que dans mes premiers jobs, on était sur PC. Donc au fur et puis comme en fait la suite Microsoft se met quand même pas mal sur Apple, ça va, tu vois. Ok. Bon, ben on passe à la dernière question de ce podcast. Tu l'as sans doute un peu anticipé. C'est si tu devais inviter quelqu'un sur ce podcast, qu'est-ce que ce serait? J'ai plusieurs personnes, j'ai le droit de dire plusieurs personnes. Alors déjà Mélissa Osmani, parce qu'elle a plein de choses à dire. Mélissa Osmani, ok. Elle est à Orange, donc ça fait un peu loin de Toulouse, mais c'est intéressant, elle est hyper intéressante, et puis c'est le sang. Également Basile Vierne, mon SRAB, je l'aime trop. L'enfer de la meuf. Non, du coup, Basile Vierne aussi, parce qu'en plus Basile... Moi, je l'ai connu quand je me suis lancée sur LinkedIn. Je l'ai connu entre guillemets via LinkedIn. Quand je me suis lancée sur LinkedIn, et il a fait une grosse pause. Et là, il revient en force où il a fait des vidéos, etc. Et en fait, il fait d'ailleurs presque que des vidéos sur ses posts LinkedIn. Et du coup, je pense que ça pourrait être très intéressant. Comme ça, vous avez en plus une passion commune pour la vidéo. Et voilà, ça fait déjà 2. C'est pas mal. Ça marche. Bon, et ben écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on le chine pour la fin? Un petit mot de la fin? Oui, il n'y en a pas plus beaucoup. Hein. Ouais, il boit. Hein. Ça boit. Ouais. Dès le matin. Qu'est-ce que j'ai Alors moi, je vous invite, si vous en avez envie, bien sûr, parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'envie. Déjà, premièrement, je vous invite à poster sur LinkedIn, mais si vous en avez envie. J'ai pas envie d'être dans les conseils de dire... il faut absolument se lancer sur LinkedIn, allez-y, après ce sera trop tard, ou sur TikTok, ou autre, voilà. Si vous en avez pas envie, ça sert à rien, en fait, parce que c'est... il faut que je regarde là, pardon. Là ou là? Pardon, bon, désolé, je regardais là, mais c'est l'oubli. Si vous en avez envie, ça se verra. Si vous en avez pas envie, ça se verra. C'est extrêmement important de retenir ça,
Parce que déjà, si vous vous lancez sans en avoir envie, en fait, c'est le meilleur moyen d'arrêter rapidement. Vous allez faire pendant un mois, puis après, ça va stopper. Donc, lancez-vous sur LinkedIn seulement si vous en avez envie. Faites les choses qui vous semblent bonnes pour vous et pas en fonction des injonctions qu'on peut voir un peu partout, de type être sur TikTok, être sur LinkedIn. C'est bien de sortir de sa zone de confort, mais si vous voyez que c'est trop inconfortable pour vous, ça veut dire que c'était pas fait pour vous. Donc, testez, apprenez, itérez en fonction, mais ne vous lancez pas juste parce que Pierre-Paul Jacques ou Juliette Cadeau vous a dit de vous lancer sur LinkedIn. Ça sert à rien, si vous n'en avez pas envie. Ok. Bon, mais écoute, je propose de chiner. À la tienne. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Juliette Cadeau. Moi, j'ai appris plein de choses. Je trouve qu'on a aussi parlé de LinkedIn, mais pas que. On a aussi pas mal parlé perso et entrepreneuriat, donc c'est très intéressant de voir un petit peu la personne qui se cache derrière les posts. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un j'aime sur YouTube. Ça nous aidera énormément. N'oubliez pas, vous avez le résumé dans le premier lien dans la description. Et puis, un grand merci à Factory 5.42 pour rendre le podcast possible. C'était Clément SSB. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.